Je peux vous poser une question? J'ai 1 million de questions à te poser. À mon tour, j'ai une question. Mais tout cela ne répond pas à ma deuxième question. Alors, je pose la question, monsieur le président, je pose la question, messieurs les jurés, je pose la question à tout le monde. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Je sais que tu n'aimes pas les questions, l'Indien. Question à tout, André Verkov. Ça te fatigue pas toujours poser des questions tout le temps? Eh bien, on se pose des questions et effectivement, et les questions aujourd'hui, elles sont intéressantes parce qu'il y a un médecin, vous savez, je ne sais pas s'il est biologiste, généraliste, je ne sais pas s'il est dermatologue, je ne sais pas s'il est microbiologiste ou autre. Il s'appelle Olivier Postelvinet. Il n'est pas médecin du tout, mais il a écrit un livre, son plus récent. Ça s'appelle « 10 remèdes contre la connerie ». Faut-il que ce danger soit présent, et il est présent depuis, hélas, des millénaires, pour que quelqu'un nous dise « attention, ça se soigne, c'est une maladie ou autre », en tout cas on va lui poser la question, ça se soigne, encore faut-il vouloir guérir, c'est vrai, parce que la connerie aujourd'hui, on vous en a donné quelques exemples, on vous les donne tous les jours, un peu partout, dans tous les milieux, dans tous les métiers, dans toutes les religions, dans toutes les ethnies, etc. La connerie est la chose du monde la mieux partagée. Olivier Postelvinet, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, j'ai souligné, vous n'êtes pas vraiment médecin, c'est pas tout à fait. J'espérerais être un médecin de l'âme, mais c'est un peu ambitieux. Oui, mais c'est pas mal parce que c'est ce que vous avez essayé et réussi, à mon avis, dans votre livre, effectivement, qui vient de paraître aux éditions de la Cité, 10 remèdes contre la connerie. Mais auparavant, on va se faire un peu plaisir. On va écouter un certain nombre de citations immortelles sur la connerie, la connerie humaine, en tout cas. C'est celle-là qui nous intéresse. Écoutez, regardez. Adjoint Legret, vous n'êtes pas outrecuidant, vous êtes con comme un adjoint. Notez bien que c'est normal. Si vous étiez une lumière, vous ne seriez pas adjoint, vous seriez inspecteur. Merci, ma grande. Je voulais pas m'en mêler. On vous a soigné, vous, pauvre con. Des canards. C'est con, les canards, mais ça fait cossu. Puis je me paierais peut-être aussi un chauffeur. Pauvre cornard. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Ils avaient le droit de faire ça? Pauvre con. Le droit. Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers, aucun. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Ouais, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Il serait à Sèvres. Arsène, vous êtes un con. Ah oui? Vous mériteriez que je double mon amende et vous ne méritez pas. Eh ben, je croirais plus au proverbe. Combien je vous dois, patron? 4 francs. Voilà. Tu t'en vas? Ça t'étonne? Mais avant, je vais te faire une confidence, Vacher. Ton argent pue terriblement. Tu ne sens pas la charogne, tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Eh oui, Audiard, évidemment, Audiard, le très grand spécialiste, à travers combien de films et dans la bouche de combien de grands acteurs, effectivement, la connerie. Alors d'abord, Olivier Postelvinet, est-ce qu'on peut définir, alors restons à la connerie humaine, je ne pense pas que vous ayez abordé la connerie animale dans votre livre. Non, je pourrais, mais d'ailleurs la question se pose de savoir si les animaux peuvent être bêtes, c'est pas évident. Je pense que c'est peut-être un privilège de l'humain. C'est notre gros cerveau qui nous permet d'être bêtes. Oui, c'est vrai qu'on peut se demander ça, parce que les animaux, ils ont un certain nombre de conscience et de cohérence, mais là, chez nous, ça se cultive. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre? Et un livre de thaumaturge, hein, un livre de médecin, puisque vous parlez des remèdes. Mais avant de parler des remèdes, parlons du mal. Est-ce que d'abord la connerie est un mal? Et comment vous la définiriez? Est-ce qu'on peut la définir? Oui, alors d'abord j'ai écrit ce livre parce que j'en avais écrit un avant qui s'appelle Homo Cretinus et dans lequel j'essaie d'exposer un petit peu ce qu'on sait et ce qu'on ignore sur la connerie et l'ampleur du phénomène.
Et c'est vrai que la question de la définition, c'est loin d'être évident. En fait, la connerie ou la bêtise, je préfère le mot bêtise d'ailleurs, mais... Est-ce que c'est la même chose? Sans entrer dans des querelles byzantines. Alors là, je vais vous citer une phrase de Romain Gary qui est assez drôle. Dans son livre Chien blanc, il écrit la question de la bêtise, elle a ses racines dans les profondeurs de la plus grande puissance spirituelle de tous les temps, qui est la connerie. Bon, c'est une plaisanterie, bien sûr. Mais ce qui est important en revanche, c'est que Romain Gary dise, comme d'ailleurs Raymond Aron, que la connerie ou la bêtise est la plus grande puissance spirituelle de tous les temps. Avant peut-être d'arriver à la question de la définition, je suggérerais peut-être qu'on révise notre position sur l'identité du diable. Parce que le diable nous a fait croire pendant 2000 ans que en fait, son action était destinée à nous détourner de la morale et de nous inciter au mal. Mais c'est peut-être une ruse. En réalité, en tout cas de mon point de vue, la véritable action du diable, et là où il est vraiment dangereux, c'est qu'il attise les feux de la connerie et de la bêtise. Vous voulez dire que le vrai mal, c'est la connerie, quoi. Le mal, si vous voulez, c'est la bêtise qui fait le mal. Et donc, les racines du mal, aux racines du mal, il y a la bêtise. Alors, le problème de la bêtise, c'est un petit peu comme la beauté, ou comme le capitalisme, ou comme l'humour, c'est que, comme vous le suggérez, il n'y a pas de définition claire. Il n'y a pas de définition. Il y a d'autant moins de définition que la bêtise, c'est toujours l'autre. Hein. C'est ce qu'on voit dans les films, les passages qu'on vient de voir. La bêtise, c'est l'autre, c'est toujours l'autre. C'est rarement soi-même. Rarement soi. D'accord. Bon, mais évidemment, si tout le monde pense que la bêtise, c'est l'autre, ça signifie que la bêtise est partout, puisque je suis l'autre aussi. Et c'est vrai que la définition... en fait, les philosophes se sont cassés les dents sur la question de la définition de la bêtise. Ils n'y arrivent pas. Je cite un certain nombre de philosophes de ce genre dans mon livre précédent, d'ailleurs, plutôt. Mais il y a quand même en tout cas, il y a quand même une définition ou un angle de définition intéressant qui a été, et auquel j'adhère, qui a été mis en avant par un philosophe qui s'appelle Jean Kelevitch, grand philosophe, et qui dit que en fait la bêtise, c'est quand ça s'arrête, c'est-à-dire quand la dynamique de l'intelligence s'arrête, elle est stoppée d'une façon ou d'une autre. Il y a un couvercle qui est mis, il y a une borne, il y a des bornes. On met un couvercle sur l'intelligence. On met un couvercle sur l'intelligence. Et souvent, et en fait, que ce soit la bêtise individuelle ou la bêtise collective m'intéresse presque plus que la bêtise individuelle. C'est toujours ce phénomène du couvercle, c'est-à-dire que on se ferme, on se borne, on dénonce les préjugés des autres, mais on n'imagine jamais qu'on puisse soi-même être victime de préjugés. Et c'est ça la bêtise. Et c'est en cela qu'elle est dangereuse. Ouais. Alors effectivement, bêtise individuelle, bêtise collective, ça fait déjà, et c'est vrai, une... Mais est-ce qu'on pourrait parler aussi, après on va évidemment parler des remèdes, puisque votre livre c'est comment s'activer contre, est-ce que quand même entre bêtise collective, est-ce que c'est un inné ou un acquis? Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on est bête ou on le devient? C'était Simone de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce qu'on, sans vouloir faire aucune comparaison évidemment obscène, est-ce qu'on est bête et où on le devient, ou peut-être les deux? Non, je crois pas. En fait, bon, bien sûr, il y a la question du QI. La question du QI, c'est-à-dire que bien sûr, il y a des gens dont le QI est vraiment très faible et donc qui sont justiciables éventuellement d'ailleurs de traitement, etc. Et de ce point de vue-là, oui, il y a une innéité ou alors c'est le résultat d'un accident intra-utérin, etc. C'est des choses qui arrivent. Des gens diminués. Les gens diminués. Et puis inversement, des gens exceptionnellement intelligents au sens du QI. Mais le QI ne mesure qu'une très petite partie de l'intelligence. Et donc une petite partie de la bêtise aussi. Le QI ne mesure que ce qu'on appelle l'intelligence
algorithmique. C'est une intelligence importante, bien sûr, qui permet de faire Polytechnique. Mais on peut être intelligent et bête. Mais on peut être intelligent et bête. Et l'une des choses qui m'intéresse le plus, c'est de voir à quel point les gens qui sont réputés particulièrement intelligents, prix Nobel, grands philosophes, grands politiciens, etc., grands journalistes, pourquoi pas, sont aussi capables de manifester une bêtise. De dire des conneries et d'en faire. Hein. Oui, mais plus que ça, d'être prisonnier du diable de la bêtise, d'être prisonnier sur des sujets importants et de rester prisonnier, de ne pas parvenir à et surtout de ne pas, parce que même les gens les plus intelligents, lorsqu'ils sont prisonniers d'une forme de bêtise, eh bien par définition ne s'en aperçoivent pas, puisqu'on n'est pas conscient de sa propre bêtise. Et c'est un problème. C'est un problème. Et si on peut suggérer un remède, c'est justement d'essayer de trouver les moyens de prendre conscience du fait que l'on peut être soi-même prisonnier du diable de la bêtise. D'ailleurs, il y a un écrivain qui disait il faut sauvegarder, il ne le disait pas comme ça exactement, mais c'est ça, on a tous des cantons de conneries, et il faut savoir effectivement soit s'en protéger, soit effectivement, comme vous dites, en prendre conscience. Est-ce qu'on n'a pas tous des cantons de conneries, en fait, quelque part ? Des cantons ? Des cantons, oui, comme un canton, une aire, un territoire, comme un canton suisse. Voilà, comme un canton suisse. Oui. Voilà. Oui, on a. Alors ça, c'est. Moi, j'analyse ça de façon un peu particulière. C'est que je suis convaincu que notre cerveau est habité par des noyaux de croyances qui forment une sorte de noyau de croyances centrales qui nous habitent et dont il est très difficile de sortir. Chacun de nous est si vous voulez, l'un des aspects, alors, un physicien qui s'appelle Freeman Dyson, que j'apprécie beaucoup, un grand physicien américain, disait que c'est le cerveau qui exige la plus grande énergie, la plus grande dépense d'énergie. Et inversement, la manière de dépenser le moins d'énergie, c'est de rester dans son noyau de croyance, c'est de ne pas y toucher. La bêtise, d'une certaine façon, est un refuge. On se retranche dans son noyau de croyance, on n'y touche pas. Parce que si on y touche, on risque peut-être une déstructuration de la personnalité, on risque de partir ailleurs, on ne sait pas où, et donc c'est dangereux. Et ce que vous dites, on a énormément d'exemples, mais c'est vrai, les gens qui s'enferment dans leur idéologie et qui ne veulent surtout pas risquer, on l'a vu on le voit pour les guerres récentes, l'actualité récente. J'ai mon narratif, je ne veux surtout pas sortir de mon narratif, et si je sors de mon narratif, je vais me nier moi-même. Et c'est pas possible. Tout à fait. C'est ça, ce que vous dites, oui. Oui, tout à fait. C'est le problème de l'enfermement dans l'idéologie, quelle que soit, ou de la religion. Et une fois qu'une idéologie vous tient, il est très difficile de la mettre en cause. Même si je veux pousser le paradoxe un peu loin, l'adhésion au principe de la démocratie, est une idéologie. Oui. C'est une idéologie à laquelle j'adhère. Et ce qu'on peut appeler le démocratisme. Ce mot, curieusement, n'est pas très courant, mais c'est un mot en réalité important parce qu'il désigne l'idéologie de ceux qui, comme moi, croient aux valeurs de la démocratie. Mais au fond, est-ce que ces valeurs, j'ai vraiment raison d'y croire ? Dans quelle mesure est-ce que j'ai raison d'y croire ? Est-ce qu'à certains égards, ces valeurs, le fait de croire à ces valeurs ne cache pas, ne m'aide pas à cacher des choses dérangeantes qui pourraient être associées à la démocratie et qui mériteraient quand même d'être examinées ? C'est sûr, non, mais si vous poussez le paradoxe, sans faire une discussion philosophique, mais quand même, elle est là. À partir du moment où, vous savez, il y avait le vote censitaire, récemment, à un moment donné,
je crois que c'était Émeric Caron, avant qu'il ne soit député, même il avait écrit un livre en disant mais écoutez, un citoyen n'en vaut pas un autre, il y a des citoyens éclairés et des citoyens qui ne sont pas éclairés, et il ne prenait pas l'inégalitarisme, c'est pas ça, ou le racisme ou quoi que ce soit, pas du tout, mais il disait, écoutez, on fait voter des gens, et d'ailleurs, ça va très loin, puisque aujourd'hui, on l'a vu en Amérique ou en Europe, il y a des gens qui disent, écoutez, il faut absolument que tout le monde vote, et amener des gens, si le peuple n'est plus avec nous, eh bien, écoutez, on va en amener un autre et qui va voter pour nous. Il y a des exemples très précis là-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de manières de critiquer la démocratie. On pourrait d'ailleurs même imaginer que l'intelligence artificielle modifie en profondeur les règles de la démocratie dans un avenir X. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va être une arme pour contrer la connerie naturelle ? Je l'aimerais bien. Pour l'instant, c'est pas le chemin qu'elle semble prendre. Mais en même temps, il y a des spécialistes de l'intelligence artificielle qui pensent que des intelligences artificielles, parce qu'en réalité, il faut mettre ça au pluriel, pourraient être conçues avec des techniques permettant de favoriser la vraie intelligence. Mais c'est un sujet très controversé, et aujourd'hui, la tendance est plutôt de penser que l'intelligence artificielle va créer une société à deux vitesses dans laquelle les sachants exerceront un pouvoir accru sur les non-sachants. Oui, ce qui n'est pas nouveau, et si ça s'aggrave, c'est un peu embêtant. Mais revenons à votre livre. Quand vous dites 10 remèdes, 10 valeurs à dépoussiérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, mettons, la connerie, on la connaît, on la côtoie. Vous vous rappelez d'ailleurs, il y avait eu ce film extraordinaire qui s'appelait Le Dîner de cons, qui avait eu un succès fou à un moment donné, où chacun amenait, comme on disait, son con, mais comme vous disiez très bien, le con, c'est l'autre. Ah oui, j'amène mon con, moi je suis un type intelligent, mais celui-là est un con, donc je vais l'amener. Mais comment, alors, vous citez des remèdes, j'ai juste pris le résumé, là, vous dites que curiosité, équité, esprit critique, humilité, humour, indignation, liberté, ouverture, tolérance, vérité. Alors, Olivier Postel-Vinet, quand même, je ne sais pas si on va donner des exemples ou pas, mais il faudrait. On n'est pas du tout dans cette ère-là aujourd'hui. Quand je dis R-E-R-E, puisque, enfin, franchement, quand on travaille sur l'information, quand on travaille sur ce qu'on entend, je dirais, que ce soit dans les médias ou ailleurs, franchement, l'esprit critique, l'humour, où est l'humour, le célèbre humour, où est l'indignation, oui, qui n'est à géométrie variable en ce moment, où est la liberté, très surveillée en ce moment. Alors, ça l'a été avant, mais je fais exprès, je fais le paradoxe. La tolérance, alors franchement, la tolérance, et puis alors la vérité, on voit très bien tous les narratifs qui disent oui, la vérité, je donne un exemple, une fois je le redonne, c'était la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, pour ne pas la nommer, qui disait, c'est le service public, nous ne voulons pas parler de la France telle qu'elle est, mais de la France telle que nous souhaiterions qu'elle soit. Oui, je ne connaissais pas cette formule. Oui, elle l'a sortie il n'y a pas longtemps, de façon tout à fait officielle. Et elle et d'autres. Mais effectivement, quand vous citez tout cela, mais on est dans un monde où, effectivement, en tout cas, les princes qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, de droite, de gauche ou d'ailleurs, nous et ailleurs, c'est pas du tout ce qui les intéresse. Hein. La curiosité, ils veulent pas la curiosité chez nous. L'équité, oui. Enfin, esprit critique, oulala, surtout pas. Humilité, mais comment humilité ? C'est moi que je suis le meilleur. L'humour. Où est l'humour aujourd'hui quand on compare, et je veux pas faire c'était mieux avant, enfin les Coluche, les Desproges et compagnie, pour ne parler que de ça. Indignation, ou bien géométrie très variable. La liberté, encore une fois, regardez ce qui se passe. Labellisation, dit le président, fausses nouvelles, on va traquer les fake news, on va traquer ceci et cela, ouverture, tolérance, vérité. Tout ce que vous dites là, qui est bel et bon, mais actuellement, vous n'êtes pas très écouté, enfin... Vous et... Non, alors en même temps, c'est vrai que je peux donner l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, parce que ce sont des valeurs traditionnelles associées à notre héritage judéo-chrétien, démocratico, etc. Oui, voilà. Et ce, en fait, alors, pour être tout à fait franc,
Faut l'être. Et peut-être un peu cynique. Ouais. Je ne crois pas beaucoup aux moyens de lutter contre la bêtise. Je pense que la puissance de la bêtise est tellement puissante que on peut être tenté de renoncer à lutter contre. Maintenant, il y a des jours où je suis à fond dans cette veine pessimiste et des jours où je suis plus dans une veine optimiste. Et quand je suis dans une veine optimiste, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, je crois quand même qu'il y a des moyens de faire bouger les lignes. Pas tellement d'ailleurs auprès des adultes, parce que je pense que les adultes, c'est foutu, mais auprès des jeunes quand même, parce que les jeunes, bon bien sûr c'est l'avenir, ça encore c'est un cliché, mais les jeunes sont malléables et donc malheureusement exploitables aussi, comme on le voit, et en même temps... Pour le meilleur et pour le pire. Mais pour le meilleur et pour le pire, et donc quand même pour le meilleur. Ouais. Et donc on peut quand même, à supposer que soi-même on soit conscient du fait que l'on est victime soi-même du diable de la bêtise, on peut quand même initier les jeunes esprits à une réflexion précoce sur les risques que fait poser la bêtise. Et en particulier, c'est l'une des choses que je souligne, sur le risque du biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, c'est une notion très ancienne en réalité en philosophie, mais qui a été remise au goût du jour et explorée de manière scientifique et systématique par les psychologues comportementalistes. Le biais de confirmation, c'est tout simplement le fait que si je crois quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, je faisais allusion à mon noyau de croyance, mais si je crois au sein de mes noyaux de croyance, par exemple, que les vaccins sont dangereux pour la santé et qu'il faut mieux ne pas se faire vacciner, si je crois ça, je vais systématiquement agréger à cette croyance les éléments qui viennent confirmer ce que je pense déjà et écarter ceux qui risqueraient de mettre en cause cette croyance, etc. Et ceci est valable pour tout, c'est-à-dire y compris d'ailleurs pour des croyances qui peuvent être considérées comme fondées. Mais c'est un risque considérable. C'est-à-dire que je ne vais rechercher que les éléments, que les arguments qui conforment ma thèse préétablie. Voilà. Et ceci, on le voit chez les gens qui n'ont pas de grande formation intellectuelle ou universitaire. Mais on le voit aussi chez les très grands esprits. On le voit chez les scientifiques de haut niveau, etc. Qui on voit bien, chez les hommes politiques encore plus, et chez les journalistes, malheureusement beaucoup, qui sont convaincus, sont fiers de leurs convictions, sont heureux de leurs convictions, et vont agréger à leur système de croyance tous les éléments qui vont dans ce sens-là et rejeter dans l'obscurité les éléments qui pourraient déranger leur confort personnel. Et ça, ce biais de confirmation, en fait, il nous imprègne tous. C'est un élément, c'est un outil central du diable bêtisier, disons. Et je pense que c'est le fait. Et l'une des choses qui me frappe beaucoup, c'est que il n'y a aucune formation, ni à l'école, ni à l'université d'ailleurs, ni dans les grandes écoles, à ce risque que représente le biais de confirmation pour ensuite la conduite, sa conduite dans la vie, sa conduite en tant que citoyen, etc. Mais ce que vous dites, c'est cultiver l'esprit critique et penser contre soi-même. Pas seulement l'esprit critique vis-à-vis des autres, l'esprit critique vis-à-vis de soi-même. Penser contre soi-même. Alors je pense qu'en effet, le fait, comme vous dites très bien, de penser contre soi-même, c'est un exercice qui mérite d'être cultivé. Et pour moi, le plus bel exemple de l'esprit critique, parce que l'esprit critique, en fait, il est très répandu d'une certaine façon. L'esprit critique, tout le monde le pratique, mais tout le monde le pratique à tout bout de champ et souvent en se trompant de cible. La question est de savoir si l'on peut identifier un bon usage de l'esprit critique. Et là-dessus, effectivement, je pense que la cible première du bon usage, c'est soi-même. C'est-à-dire retourner cette notion d'esprit critique, pas seulement vers les autres, mais vers soi-même. Je donne un exemple que j'apprécie beaucoup, c'est le philosophe Kant, qui a soutenu dans un premier temps dans sa vie
l'esclavage et le colonialisme, et qui, dans un deuxième temps, a dit « Mais non, ça, j'ai changé d'avis, c'est des conneries. Il faut... Le colonialisme est en danger. D'ailleurs, les Chinois, dit-il, et les Japonais ont bien raison de s'opposer aux Européens. » C'est assez frappant, quand même, que Kant, à cette époque, dise déjà ça. Déjà, oui, c'est vrai. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire que, en fait, un des aspects de la connerie, une des dimensions, ne pas s'enfermer dans son idéologie ou dans ses croyances. Oui, ça, oui. surtout. Savoir faire des pas de côté, sortir de son petit confort intellectuel, de sa bulle intellectuelle. Je ne dis pas qu'il faille forcément le faire de manière systématique, mais avoir ce réflexe. Et ça pose aussi un autre problème qui est celui du risque que représentent les consensus collectifs. Et on le voit, et on les voit à l'œuvre en ce moment, de façon très claire. Et on le voit à l'œuvre. Et il y a un mathématicien philosophe qui s'appelait Gilles Châtelet, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les animaux malades du consensus ». Et j'aime beaucoup ce titre parce que nous sommes des animaux malades du consensus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut savoir faire résister, interroger les consensus. C'est pas parce qu'il y a un consensus que forcément c'est le consensus qui a raison. Le consensus peut se tromper. Alors une chose, je vous demandais, vous n'êtes pas né de la dernière pluie, moi non plus. Est-ce que la connerie aujourd'hui est encore plus régnante que d'habitude ? Quand on regarde un peu... Oui, c'est une question très importante parce que la connerie est de tous les temps, naturellement, et elle est prégnante à toutes les époques, mais il y a des époques où elle est plus attisée qu'à d'autres. Alors, il y a une époque caractéristique qui est l'entre-deux-guerres, où on a vu d'un côté le totalitarisme soviétique, de l'autre le totalitarisme hitlérien, et qui cristallisait une connerie collective absolument phénoménale. Ouais. Mais aujourd'hui, et contagieuse, bien sûr, parce que la connerie collective est contagieuse, parce que bien sûr la connerie est contagieuse. C'est un des points qui mériterait d'être exploré. Mais aujourd'hui, il y a un autre phénomène tout à fait nouveau et fondamental, qui est l'explosion des réseaux sociaux. Il est parfaitement clair que l'explosion des réseaux sociaux attise la bêtise collective. Là, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne suis pas le seul à le penser. C'est la plupart des sociologues ou des psychologues le constatent. Oui, alors sauf que, alors moi là-dessus, non pas je m'inscrirai en faux, mais je pense que... Vous avez le droit. Hein. Je sais, je le prends. Et je le prends, non mais Olivier Postelville, ça, je ne crois pas que la connerie, elle est entre réseaux sociaux et pas. Parce que si vous regardez franchement les organes de transmission, quels qu'ils soient les réseaux sociaux, pour moi, la connerie est absolument autant partagée. Car le nombre de fake news qui sont dits dans les médias dits, vous savez, établis et officiels, où il y a des fake news de folie. Je vais vous prendre un exemple très précis par rapport aux réseaux sociaux. La présidence de M. Joe Biden, dont on sait, et ça c'est un dernier exemple, on pourra en prendre l'état, qu'il était absolument inapte à gouverner depuis le premier jour de son mandat, que pendant 6 mois on ne le voyait plus, et qu'on a fabriqué un formidable narratif, encore une fois ça peut s'appliquer à d'autres, en disant mais non il est très bien, il est absolument formidable, et c'est pas pour défendre un Trump ou compagnie, mais je veux dire, il y a eu ça pendant 4 ans, et donc il faisait l'autopen, et il avait autour de lui des gens qui gouvernaient, évidemment, qui étaient là, et je vais vous dire, c'est par les réseaux sociaux qu'on a su avant que la presse dise oui, c'est vrai, Biden était dans un état presque comateux depuis 2020, qu'on a su ça. Donc, je ne sais pas si les réseaux sociaux, qui sont effectivement le meilleur et le pire, où vous avez la connerie de bistrot qui est là, mais vous avez aussi, honnêtement, des informations et des faits qu'on ne connaît que par eux, malheureusement. Oui, mais je souscris à cette opinion, mais... alors, si vous voulez, il y a quand même 2 choses qu'il faut bien distinguer. Il y a le fait que des dirigeants, des dirigeants politiques, des spécialistes de la manipulation des médias, et y compris les grands journaux ou les grands médias traditionnels, sont en mesure d'entuber l'opinion publique. Bon, ça là-dessus il y a aucun doute. C'est vieux comme le monde aussi, mais ça c'est toujours vrai. Et ça continue à être très vrai. Et ça continue à être très vrai. Mais en même temps, il est vrai aussi que les réseaux sociaux, pour les esprits qui ne sont pas formés à l'esprit critique, etc., ont une fâcheuse tendance
à conforter les gens dans leur bulle cognitive. Et donc, et dans les noyaux de croyances auxquels je pensais. C'est surtout à ça que je fais allusion. Wow. C'est que et comme les réseaux sociaux aujourd'hui sont vus et partagés par la quasi-totalité de la population, eh bien, et que la majorité de la population, la quasi-totalité de la population n'est pas formée au bon usage de l'esprit critique, il y a donc un risque, et tout à fait réel, si vous voulez, que les réseaux sociaux contribuent à enfermer les gens dans leur bulle cognitive. Oui, ce que je voulais simplement dire, c'est que je crois que la connerie, de ce point de vue, est la chose du monde la mieux partagée. Mais ça, je souscris, et d'ailleurs, je crois que c'est même une phrase de mon livre. Absolument, absolument. Mais alors, comment cultiver ? Alors, c'est intéressant, juste pour montrer, vous le montrez dans votre livre, je recommande vraiment votre livre, le 10 remèdes contre la connerie. Mais la question, est-ce qu'il y a pas de solution magique, ça se saurait, pour combattre la connerie, mais comment peut-on cultiver ces remèdes, que ce soit l'esprit critique dont vous parlez, évidemment fondamental, la curiosité fondamentale, la liberté, l'ouverture, la tolérance. Est-ce qu'il y a des moyens ? Est-ce que c'est, pour être plus concret, c'est à l'école que ça devrait se passer, évidemment dans la famille, ça dépend des familles, à l'école, ailleurs. Comment cultiver ces remèdes, parce que il n'y a pas de, parce que moi je pensais que vous alliez vous mettre avec des laboratoires pharmaceutiques et fabriquer des comprimés contre la connerie. Voilà, vous absorbez 2 comprimés par jour, ça va aller beaucoup mieux. Non mais sérieusement, comment cultiver cela, ces remèdes ? Réellement, je pense que, alors, il y a quand même le fait de. Moi, nous sommes journalistes l'un et l'autre, donc on est très sensible à l'apport potentiel de ce métier. Et il est quand même vrai que favoriser des médias qui travaillent cette question, qui vont mettre en avant les moyens d'aiguiser son esprit critique de manière intelligente, c'est une bonne chose. C'est extrêmement difficile par les temps qui courent. Les médias de ce genre ont tendance à se raréfier. Les médias sont soit d'un côté, soit de l'autre, etc. Ils sont financés par les gens qui veulent ceci, veulent cela, etc. Et donc, trouver le moyen de financer des médias qui soient vraiment indépendants, mais au sens le plus noble du terme, c'est quand même probablement un moyen. D'ailleurs, moi-même, je ça au passage, mais j'anime une newsletter qui s'appelle Booksletter et qui a 30 000 inscrits et dans lequel on présente des bouquins qui sortent dans le monde entier et qui justement dont l'un des objets est de dessiller un peu les esprits et de montrer qu'on peut penser autrement que ce qu'on pense dans le landerneau français. Vous donnez des pistes, voilà. On donne des pistes. Maintenant, je crois quand même que donc ça, je pense que c'est très important, mais ce serait très important aussi de voir des hommes politiques ou des femmes politiques s'élever en développant un discours de ce type, au lieu de continuer à raconter les mêmes histoires et à labourer les mêmes sillons qu'on a déjà entendus 50 fois, et donc d'apporter un langage un peu neuf et plus intéressé par la nuance, par la vérité, par la subtilité que par le conformisme intellectuel favorisé par la polarisation actuelle. Maintenant, je crois, comme je le disais tout à l'heure, que c'est quand même vis-à-vis des enfants qu'on peut agir de façon la plus efficace. Donc à l'école. Donc à l'école, mais ça suppose de former des enseignants qui eux-mêmes soient, etc. Ce qui n'est pas évident. Ah, on sort pas. On est voilà. Je comprends. Mais les cercles vicieux sont à l'œuvre et le diable de la bêtise le sait bien et il les cultive. Vous savez ce que disait Ionesco ? Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Non, mais pour revenir à ça, c'est vrai, il n'y a pas de solution miracle, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il y a les travaux d'Hercule. C'est vrai que ce que vous dites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la radio, à la télévision ou dans les journaux, c'est vrai que la tendance, en tout cas, parce que vous avez dit quelque chose au départ qui est ça, la bêtise, c'est aussi la facilité. Oui. Ce sont les béquilles. Au lieu d'essayer de penser, de travailler, penser, c'est une activité, hein, penser à la température de sa propre destruction, comme disait Edgar Morin, mais en fait, la tentation est de dire, attendez,
allez, on a des lignes tracées, on va pas s'embêter la vie, on va prendre nos béquilles et on va y aller. Oui, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'une des évolutions inquiétantes aujourd'hui, c'est la perte de... la diminution de l'habitude de la lecture longue. Le fait qu'on le voit très clairement, il y a même des études qui montrent que dans la phrase des best-sellers s'est raccourcie au cours des dernières décennies, mais c'est aussi le fait les discours politiques se sont simplifiés. Enfin, il y a une espèce de simplification générale qui est à l'œuvre, et le fait en particulier que les jeunes ne soient plus incités à lire de livres, ce qui est le cas actuel dans tous les pays développés, pas dans les pays pauvres, mais dans les pays développés. Non, c'est vrai. Et ça, c'est grave. C'est franchement grave. Enfin, faut le dire. Non, parce que c'est le temps long, de vous parler du temps long. Mais vous savez, une des choses, ça nous éloigne de la connerie, mais pas tellement ça nous y ramène. Vous savez, on dit toujours, oui, les jeunes, c'est qu'au TikTok, l'attention, au bout de 10 secondes, ils n'écoutent plus rien, etc., etc. Je caricature, mais à peine. Or, on voit très, très, très bien que pour ne rester que dans les podcasts ou dans les shows, des shows américains qui durent, comme Rogan et puis beaucoup d'autres, où ils font des interviews pendant 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, et ben ça marche très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que les gens, au bout de 2 minutes, disent « Ah ouais, ça y est, je m'en vais, quoi ». Tout à fait. D'ailleurs, nous venons de faire une enquête auprès de nos lecteurs. Oui. Et eh bien, pour Books, c'est pour ça. Books, Oui. eh bien, ils préfèrent, sollicitent les articles longs, la lecture longue, parce que ça donne du grain à moudre. Donc effectivement, face à la connerie, il y a plusieurs choses. Il y a le temps long, et le temps long est très important. Et puis, moi je le répète, je le radote, lisez, écoutez-nous. Effectivement, regardez-nous, mais le plus important, c'est que vous lisiez. Vous lisiez les livres, vous lisiez les bons magazines comme Books, et puis vous lisiez aussi Olivier Postel-Vinet, parce que je vous assure que le combat contre la connerie, c'est le plus important de tout. Parce que je crois aussi, ça, c'est que la connerie peut être extrêmement meurtrière. Et on l'a vu, on ne va pas refaire l'histoire. Enfin, je veux dire, il y a des gens, comme vous dites, intelligents, mais dont tournés vers le diable. C'est intéressant que vous ayez rappelé le diable. Parce que l'intelligence du mal, est-ce que c'est pas aussi une connerie ? Vaste question. Oui, et je viens de lire à ce sujet, je viens de lire une histoire un gros livre sur l'histoire des Juifs que je n'avais jamais lu. Oui. Et ça rappelait ce que disait Raymond Aron quand il disait que le dernier livre qu'il aimerait écrire avant de mourir, il l'a pas fait. C'est un livre sur l'histoire de la bêtise. Et quand on regarde l'histoire des Juifs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, d'une certaine façon, ce n'est que l'histoire de la bêtise. C'est sidérant. C'est sidérant. Oui, un peu l'histoire de l'antisémitisme, etc. L'histoire de l'antijudaïsme, d'abord, l'antijudaïsme chrétien, et ensuite l'antisémitisme, qui imprégnait les plus grands esprits. Je fais l'éloge de Voltaire dans ce livre, mais j'ai presque regretté, parce que j'ai découvert en lisant ce livre, que le livre sur l'histoire des Juifs, que l'article juif que Voltaire avait écrit pour son dictionnaire philosophique a été enlevé des éditions qu'on peut trouver dans le commerce. Ah bah oui, mais c'est parce que le camarade Voltaire, il y allait. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis c'était le temps, et puis on voit très très bien. C'est très intéressant de voir effectivement comment l'idéologie peut s'emparer. Mais on pourrait parler des heures. Rappelez-vous, enfin, que ce soit du nazisme au stalinisme, etc. Enfin, les gens qui ont dit n'importe quoi, y compris nos grands intellectuels. Je veux dire, oui. Ce qu'on a dit, ce qu'on a pu parler, écrire et lire comme conneries. Et d'ailleurs, c'est une question très importante, et c'est aussi une propédeutique, peut-être, en ce qui concerne l'armement contre la bêtise. C'est que là, vous décrivez, et nous venons de parler de ce qui s'est produit dans le passé, mais il n'y a aucune raison de penser que les bêtises collectives ne soient pas aussi présentes aujourd'hui qu'elles l'étaient hier. Et donc l'idée de comment les repérer, comment les analyser de façon à sans forcément s'attirer les foudres de la terre entière,
Mais ça paraît une entreprise de salut public. C'est une entreprise de salut public et je vous dis, voilà, effectivement, allez voir les films d'Audiard, parce que même s'il parle il en parle très 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 bien. Et puis lisez le livre d'Olivier Postelvinet, 10 remèdes contre la connerie. C'est très important. Vous savez, c'est une question d'être en bonne santé. C'est pour ça que quand vous parlez de remèdes, je pense que c'est très important. C'est une activité d'hygiène, de diététique et de philosophie saine. Merci. On a quelques questions, si c'est possible, de nos auditeurs, si vous voulez bien, parce que le sujet les a passionnés. D'accord. Et il y avait une question, la bêtise est-elle universelle ou y a-t-il une bêtise différente selon les époques ? Alors, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. La bêtise est universelle et il y a et la bêtise, bien sûr, varie selon les époques et selon les sociétés, parce que les consensus intellectuels ne sont pas les mêmes. Par exemple, il est clair que au Moyen-Âge, qui était entièrement dominé par la religion chrétienne en Europe, la manière de penser des gens et donc la manière dont la bêtise s'installait, ou pouvait s'insérer, n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui, ou qui est plutôt une époque... la bêtise a ses couleurs. La bêtise a ses couleurs, absolument, et bien sûr. Maintenant, le phénomène est absolument universel. Voilà. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans les sociétés, par exemple, de chasseurs-cueilleurs, la bêtise était beaucoup plus canalisée qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que c'était les sociétés qui étaient organisées autour d'un noyau de croyances collectif très stable. Alors qu'aujourd'hui, les noyaux de croyances, ils ont explosé, bien sûr. Alors, quelqu'un a voulu réagir aussi par rapport sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez dit que ça pouvait limiter les biais de confirmation. Quelqu'un pose la question, est-ce que les médias mainstream peuvent conditionner de la même façon ? Oui, tout à fait, bien sûr. Les médias mainstream, c'est clair que, par exemple, les gens les plus intelligents aujourd'hui, les gens intelligents, c'est peut-être beaucoup dire, mais les gens intelligents de notre société, aujourd'hui, qui lisent encore les journaux, parce qu'il y en a de moins en moins, eh bien, ils lisent soit un journal de gauche, soit un journal de droite. Mais ceux qui lisent les deux sont rarissimes. Donc on voit bien que les médias canalisent les formes d'intelligence des gens en fonction de leurs présupposés, de leurs préjugés, d'un côté ou de l'autre. Et ils en vivent. Et enfin, une dernière question de provocation un peu humoristique de Serge. Il n'y avait pas d'idiot du village avant l'invention du village. Nous devons donc en déduire que celui-ci est intrinsèquement lié au progrès. Qu'en pensez-vous ? Oui. Désolé. C'est bien, Serge. Oui, j'ai pas vraiment de réponse à Non, mais c'est vrai que l'idiot du village est une notion auquel je n'ai pas vraiment réfléchi, mais qui mériterait d'être étudiée. Disons qu'aujourd'hui, les idiots du village sont tellement nombreux que les élus du village sont décorés et ils sont un peu partout dans les lieux de pouvoir, quel que soit le pouvoir, il faut le dire. Et je rappellerai juste un ami disparu, mais il avait trouvé un titre de roman qui était magnifique, « Idiot cherche village ». Ah oui, c'est drôle. Merci à vous. Merci. Merci de m'avoir invité. Beaucoup.